débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Paris, la fête, la France qui célèbre les Jeux. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous à l'antenne jusqu'à 13h pour cette journée historique. Jour historique d'ouverture officielle des JO, des Jeux Olympiques Paris 2024. Et la fête pourtant, déjà, c'est chagrin ce matin. La fête est perturbée et chagrinée parce que c'est la France entière qui est attaquée. En tout cas, tout son réseau ferroviaire, LGV, les lignes grande vitesse qui sont victimes de sabotage. On peut le dire calmement ce matin. C'est une attaque massive contre la SNCF, un vandalisme très structuré. Est-ce que c'est de la mafia? Est-ce que c'est terroriste? On peut pas vous le dire évidemment pour le moment, mais le réseau ferré Grand Ouest de la SNCF et grande vitesse a été attaqué par des actes de malveillance entre Bordeaux et Paris, du côté du Mans. On va faire le point bien sûr et on va parler sécurité. Est-ce que c'est une diversion finalement avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? C'est une question que nous allons poser à nos invités, d'anciens policiers, de grands experts, anciens du RAID par exemple, experts des questions de sécurité. Est-ce que ça met en alerte ce matin, évidemment, vous imaginez, les patrons de la sécurité, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police de Paris et tous les policiers et les gendarmes qui sont mobilisés pour assurer la sécurité. À midi, pendant 1 heure, avec Joseph Ruiz, et bien évidemment ce sera les JO, les Jeux Olympiques dans tous leurs états. À 10h30, les 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord de 10h30 à midi. Et puis bien sûr, sur Sudia Radio, la radio des coulisses et de l'actualité des Jeux Olympiques, on suivra toute la préparation. On sera en direct aussi du Stade de France à un moment donné dans la journée, en direct aussi des bords de Seine, bien entendu. Et puis, nous sommes sur Sud Radio à votre service pour toute la France, à l'écoute et en détail pour vous donner les informations sur les impacts considérables de ce sabotage, de cette attaque ce matin contre le réseau ferroviaire. C'est parti, ce sont les débats de l'été. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors on commence par ce sujet, c'est plus qu'un débat, c'est une situation qui vient de se produire dans la nuit ce matin. Cette attaque massive, ce sont les termes employés par la SNCF. Je n'exagère pas avec ces mots. La SNCF qui se dit victime, Quentin Gérard, d'une attaque massive pour paralyser le réseau des trains à grande vitesse, des TGV. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qu'on sait surtout pour l'instant, c'est que 800 000 voyageurs touchés par ces sabotages. 800 000 pendant le week-end, c'est le chiffre donné par le patron de la SNCF. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Des attaques dans au moins 5 départements et dans plusieurs gares parisiennes. Des dégradations qui auraient été lieu entre 1h et 5h30 du matin, donc cette nuit. Un incendie volontaire, par exemple. Des incendies, donc. Ouais, mais là, par exemple, un incendie volontaire qui est avéré aux abords des voies à la hauteur de Courtalin, dans l'Eure-et-Loire, qui est entre Paris et Tours. Des câbles coupés et incendiés aux environs d'Arras, entre la ligne grande vitesse de Lille et Paris. Des actes de sabotage entre la gare de Meuse et la commune de Lamorville, et aussi entre Pagny-sur-Moselle et Lamorville, dans la Meurthe-et-Moselle. Des tentatives de sabotage aussi dans Lyon, qui là pour le coup ont pu être évitées. Les axes atlantiques nord et est sont donc fortement touchés. Un train sur 2 vers l'est, vers le nord, et un TGV sur 4 sur le Bordelais reste pour l'instant programmé. On vient de l'apprendre également. Jusqu'à 2h20 de retard pour le moment sur les TGV en provenance de Nantes, Rennes ou Tours. Jusqu'à 4 heures de retard pour d'autres TGV en direction de Bordeaux. De nombreux trains sont supprimés, et la SNCF a indiqué à ses voyageurs de ne pas se rendre dans les gares si possible, s'ils en ont la possibilité, de reporter leur voyage. On a eu pas mal de réactions, notamment la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a condamné ces attaques qui pourraient être criminelles selon elle. Et puis il y a eu à l'instant une conférence de presse du ministre des Transports et de Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF. Donc ça veut dire qu'évidemment la première consigne donnée et que nous répercutons ici pour tous nos amis auditeurs de Sud Radio, c'est vérifier bien évidemment que votre train soit toujours programmé. Beaucoup de trains évidemment sont pour l'instant bloqués, annulés, parce que il faut vérifier tous les réseaux câblés, les fibres optiques, disait le PDG de la SNCF. Par ailleurs, pour l'instant,
d'après ce que vous décrivez à l'instant, Quentin Gérard, c'est une attaque multisite, c'est-à-dire qu'on est à l'ouest, évidemment, les TGV de la ligne ouest, mais vous nous avez cité aussi la LGV Est, qui a été attaquée. Ouais. Vous revenez tout à l'heure sur Sud Radio en permanence, vous avez antenne ouverte, évidemment, dès que vous avez de nouvelles informations. Merci, Quentin Gérard. Je vous disais à l'instant, une conférence de presse qui a été donnée donc en urgence à la gare de Montparnasse, je crois, au un des sièges de la SNCF, par Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF et de SNCF Réseau, vous savez, le réseau qui est propriétaire des infrastructures ferroviaires au nom de l'État et qui assure, qui a été attaqué, puisque c'est le réseau d'abord et les câbles essentiellement de transmission d'informations électroniques pour la gestion des TGV qui ont été touchés, et puis la signalisation bien sûr est mise en cause. Jean-Pierre Farandou qui s'exprimait aux côtés du ministre des Transports il y a quelques minutes, et notamment chez nos confrères de BFM. Notre devoir, c'est la mobilisation, on va le faire, on sera là, comme on est toujours là quand il y a un coup dur. Donc des milliers de cheminots de réseau vont se mobiliser pour réparer. Des milliers de cheminots vont se mettre dans les gares pour accueillir les clients et les guider du mieux qu'on peut. Des milliers de cheminots sont en train de réfléchir en disant quel plan de transport on va faire compte tenu des dégradations enregistrées, puisque l'idée c'est quand même de faire circuler quelques trains, comme l'a dit le ministre, et bien sûr de faire en sorte que tout ça aille le plus vite possible. Voilà, donc ça aurait dû être une fête, hein. C'était aujourd'hui les grands départs, les départs en vacances, c'était aussi bien sûr l'inauguration, l'ouverture des Jeux Olympiques, avec aussi beaucoup de Français qui allaient monter à Paris, qui allaient se faire plaisir, qui avaient pris un jour, 2 jours, 3 jours pour partager la joie des Jeux Olympiques. Ben, tout ça c'est gâché. Jean-Pierre Farandou, le président directeur général de la SNCF et de SNCF Réseau, bien sûr, qui nous expliquait à l'instant dans cette conférence de presse improvisée gare Montparnasse que finalement ça va être près d'1 million de voyageurs, puisqu'il y a non seulement les Jeux Olympiques, mais il y a surtout les grands départs ce week-end qui vont être touchés pendant les 2, 3, 4 jours qui viennent. Tout le week-end est touché. Et je vous le disais, agression multisite, attaque multisite contre la SNCF. Alain Morel, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous êtes policier, vous êtes un expert des questions de sécurité. Comment vous réagissez à cette attaque, ce sabotage multisite avec, comme le disait le président de la SNCF, de véritables commandos qui se sont organisés pour attaquer la SNCF? On est au bord du terrorisme, là. Vous avez raison, hein. On n'est pas simplement dans une simple contestation contre les Jeux Olympiques, contre l'État français. On est dans des actes de grande délinquance coordonnés, certainement avec des visées idéologiques, mais c'est de la vraie grande délinquance. On a attaqué les lignes SNCF, ces lignes qui sont très difficiles à surveiller. Il y a des millions de kilomètres de lignes SNCF en France. On a des policiers qui sont engagés partout, 45 000 policiers, enfin forces de sécurité à Paris. On en a sur tous les sites, on en a qui sont restés avec des restrictions de congés dans tous les commissariats. On surveille tous azimuts, mais ces millions de lignes sont bien difficiles à surveiller, et ces actes de grande délinquance coordonnés ont profité pour contrarier les départs en vacances des citoyens français, pour contrarier l'organisation des JO, et c'est une enquête qui va se mettre en place et qui va être importante, parce qu'il est ultra important d'identifier et de présenter à la justice ces délinquants. Bon, mais alors, on se souvient qu'il y a eu une époque où il y avait un groupe d'extrême gauche qui a déjà mené des opérations, mais de moindre ampleur, mais à plusieurs reprises tout de même contre des lignes TGV. Ils ont été emprisonnés, ils ont été jugés. Là, on est passé à une autre dimension. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont, sinon des professionnels, peut-être même une puissance étrangère? On a eu à un moment donné, on a parlé de la volonté de la Russie d'organiser, alors je ne pointe pas du doigt la Russie dans cette affaire, mais on a parlé à un moment donné de ce risque d'une attaque massive. Là, au fond, il y a peut-être une tentative de diversion. On va essayer de trouver le point faible de la cuirasse. Je pense que c'est un peu tôt pour aller sur ce terrain-là, hein.
effectivement, on a des groupes idéologiques qui savent aussi s'organiser. Hein. On l'a vu par le passé, mais on le voit de plus en plus. Ils s'organisent de différentes manières. Ils ont des livrets de comment réagir face à une interpellation, face à une garde à vue, face à une audition. Ils ont des avocats qui les conseillent. On a vu toutes sortes de dérives dans ce sens-là. Il est un peu tôt pour aller sur le terrain de la gérance étrangère pour le moment. Oui, bien sûr. Non, mais je vais peut-être un peu vite, mais on a évoqué il y a quelques jours à peine la volonté, dit-on, de la Russie, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'avait cité, de mener des attaques particulières de nos réseaux sociaux, de nos réseaux électroniques, bien sûr, de cyberattaques, mais pas uniquement contre la France. D'où la question que je pose ce matin, qui peut être en effet celle d'une mobilisation, en tout cas d'une attaque sur un des aspects peut-être un peu faibles de notre sécurité. Alain Morel, comment vont travailler maintenant les policiers et quelles difficultés vont-ils rencontrer, les policiers, les gendarmes, pour enquêter et essayer? Il y a quand même une capacité des détails qui pourrait permettre d'identifier les auteurs de ces sabotages contre les sites LGV? Bien sûr, une attaque aussi bien coordonnée avec autant de sites attaqués va permettre de faire tout un tas de recoupements. On va avoir des constatations de police scientifique. On va mettre en place du travail sur la téléphonie, oui, sur tout un tas de techniques policières qui vous permettent de faire des recoupements. Pour essayer de repérer qui et où. Mais oui, mais plus vous êtes nombreux, plus vous êtes vulnérable à l'enquête policière. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir des traces et indices qui vont être relevés, même si on imagine qu'ils ont été très prudents. Mais on peut être très prudent, on échappe difficilement aux traces qui peuvent être relevées par les forces de sécurité et par la police scientifique. Ouais. On va vous laisser travailler. On va vous remercier, Alain Morel, déjà d'avoir accepté de commenter en direct cette attaque massive et multisite, ce sabotage contre les lignes ferroviaires françaises ce matin, jour d'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques. Il y a forcément, c'est pas un hasard. En tout cas, le hasard est là. Cette situation est là. Et je disais, ce n'est pas un hasard. On va appeler tout de suite Bruno Pomar. Bonjour Bruno Pomar. Bonjour. Merci aussi d'avoir accepté d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes un ancien policier, vous êtes un ancien du RAID, vous avez été instructeur du RAID. Le RAID, on se souvient que cette unité est intervenue évidemment avec la BRI de Paris au Bataclan. Vous êtes un spécialiste de la sécurité, je le disais. Cette malveillance à la SNCF, ces sabotages en série, multisites, qu'est-ce que ça vous inspire ce matin ? Écoutez, quelques inquiétudes évidemment à l'approche de cette grande cérémonie que sont les Jeux Olympiques, mais bon, tout le monde s'y attendait, on l'a dit, la sécurité c'est une science qui n'est pas exacte et malheureusement on le voit avec ce qui se passe malgré les effectifs de police considérables qui sont déployés à Paris mais également sur la France entière. Donc c'est vrai que ça nous pose des interrogations quant à ces possibilités d'ingérence qu'on voit de pays étrangers, ces attaques cyber potentielles et puis là effectivement vous l'avez dit, votre interlocuteur précédent l'a dit, visiblement quelque chose de coordonné, de très bien organisé. On a affaire à des spécialistes, hein. Il va falloir le déterminer et voir un petit peu ce qui s'est passé réellement. Mais encore une fois, il y a une enquête qui s'ouvre avec des spécialistes pour savoir réellement ce qui s'est passé et qui a fait ça. Encore une fois, je pense qu'il y a des potentialités de retrouver ces individus-là parce que, encore une fois, c'est quand on voit qu'on arrive à toucher un système aussi perfectionné que ce qu'il y a à la SNCF, est-ce qu'il y a eu des ingérences de l'intérieur même de la SNCF? On ne sait pas, hein. Tout est possible. Hein, vous savez. Bien sûr. Tout va être sur la table. Moi, je retiens de ce que vous venez de dire, Bruno Pomar, ancien instructeur au RAID, policier, je retiens, ce sont des professionnels qui sont intervenus. On a affaire à des spécialistes. Voilà la phrase que vous venez de prononcer. Alors, racontez-nous, comment ça se passe au niveau national, au niveau du ministère de l'Intérieur, quand on a affaire à une telle attaque au moment où on va avoir à sécuriser un événement aussi considérable. J'imagine qu'il y a une salle de commandement au ministère de l'Intérieur à Place Beauvau à Paris, que le ministre est là, que tout le monde est mobilisé et que forcément on fait une corrélation entre les deux événements.
Oui, tout à fait. Alors les autorités locales sont mobilisées des 5 points, des 5 secteurs où ont eu lieu ces attaques, évidemment, avec des policiers de la police judiciaire qui vont venir enquêter et du personnel spécialisé. Voilà, police technique et scientifique qui sera présente pour faire des relevés d'ADN, pour voir tout ce qui se passe autour de cette scène qui est une scène de crime en quelque sorte, hein, puisque c'est évident. Mais ensuite, le ministère de l'Intérieur, évidemment, est tenu au courant en permanence de ce qui s'est passé et de l'évolution, évidemment, de cette affaire-là. Alors, vous savez, il y a un PC de commandement d'ailleurs dans les sous-sols de la préfecture de police qui est commandé par le préfet de police, évidemment en lien avec la cellule de coordination de la sécurité de l'événement qui est au ministère de l'Intérieur également. Voilà, tout ce monde, tous ces hauts fonctionnaires sont là en attente de voir un petit peu ce qui s'est réellement passé, de faire des recoupements. Mais là, encore une fois, il y a un travail de longue haleine qui nous permettre de savoir ce qui s'est réellement passé et surtout savoir qui sont potentiellement ces individus. Est-ce qu'ils auraient été mandatés ou pas? Oui, bien sûr. Alors, en parallèle, la formule du ministre de l'Intérieur, ces jeux sont le plus grand défi sécuritaire de tous les temps. Le ministre de l'Intérieur ne pensait pas si bien dire avec cette attaque ce matin, ce sabotage contre les lignes LGV de la SNCF. Mais là, en parallèle, on a 160 chefs d'État et de gouvernement à Paris. Il y aura 320 000 ce soir, cet après-midi déjà, puisque dès 15h30, les sites seront ouverts. Spectateurs sur les bords de la Seine pour 6800 athlètes, dont certains, comme les Israéliens, doivent être hyper sécurisés, et le tout en présence de dizaines de milliers de policiers. Défi sécuritaire considérable. Vous, qui êtes un spécialiste de ces questions et qui avez été dans des forces spéciales au fond de la police, le RAID, quel est le principal défi technique qui vous est posé? C'est quoi? La communication entre vous, la coordination, c'est quoi votre problème principal? Quand on est policier à votre place, c'est quoi? C'est d'être sympa aussi avec les gens, de pas être trop violent. Enfin, c'est quoi votre problème? Je vous répondrai tout, mon général. C'est un ensemble d'actions à mener avec la Coordination nationale pour la sécurité des Jeux, le fameux CNSJ, qui est en charge de la coordination de l'ensemble de ce dispositif. Et je vous le disais tout à l'heure, donc la préfecture de police, avec sa salle de commandement, va avoir un œil évidemment précis sur l'ensemble des acteurs de la sécurité. Vous le disiez tout à l'heure, 45 000 policiers, les agents de sécurité privée qui sont très importants, près de 20 000, les pompiers qui sont venus en renfort, près de 5 000 pompiers, les militaires également de Sentinelle, voilà. Et tout ce monde qui représente il ne faut pas les oublier, parce que parfois on a tendance à les oublier, on pense à la police, à la gendarmerie, les bénévoles aussi qui ont un rôle d'acteur de la sécurité pour faire du filtrage, etc. Donc ça représente quasiment 100 000 personnes pour un événement où on va accueillir un peu plus de 300 000 personnes, c'est considérable. Et tout ça, il faut le coordonner de la meilleure des façons, et c'est pour ça, encore une fois, que le préfet de police, qui me semble être l'homme de la situation, très sincèrement, je vous dis ça pourquoi. Laurent Nunez, oui, absolument. Il y a quelques temps, j'ai eu le plaisir avec notre amie Cécile de Médimus d'animer un colloque pour le préfet de police avec l'ensemble des services. Questions. Ouais, je peux vous assurer, pourtant je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là, j'ai été impressionné de voir d'abord l'ensemble des services présents et la coordination qui s'est préparée pour ces Jeux Olympiques. Vraiment, ça m'a époustouflé de voir le travail considérable qui est mené pour l'accueil des délégations, pour la sécurité statique, pour tout, quoi. Alors on vous croit Bruno Pomar, mais je vais mettre le doigt dans ce qui est souvent un problème dans nos services, évidemment, et que certains de vos collègues évoquent quand on parle avec eux, c'est-à-dire la capacité à ce qu'il n'y ait pas de guerre des polices, là, cette fois-ci, et à ce qu'on s'entende bien. Sur l'affaire, sur le Bataclan, évidemment, tout le monde est intervenu, mais à un moment donné, il y a eu un débat, GIGN, BRI Paris, vous voyez, les terrains de chacun, non, j'y vais, c'est pas toi, c'est moi qui vais. Bon, est-ce que ça a été aplani, et est-ce que là, vraiment, on sait qui va intervenir à quel moment, si jamais il se passe quelque chose à un endroit et qu'il y a diversion? Oui, chacun a des missions bien précises et la lutte des égos n'existe plus, là, surtout sur un événement pareil. Si vous me parlez des groupes d'intervention qui vont travailler là, on a bien vu qu'il y a une formidable coordination entre le RAID, le GIGN et la BRI, 650 policiers et gendarmes d'élite qui vont travailler ensemble, chacun avec des missions définies. Les snipers, les teams anti-snipers du RAID seront présents sur la cérémonie. Sur l'eau, il y aura des équipes du GIGN et du RAID également pour escorter les bateaux et pour protéger les athlètes. Dans les airs, eh bien, on a cette fameuse bulle autour de Paris de 150 km qui va être gérée par l'armée de l'air et tous les moyens. Pas d'avion à partir de la fin d'après-midi, c'est fini. 150 km autour de Paris. Ouais.
tout à fait. La brigade fluviale qui est mobilisée également, qui sont les spécialistes de la Seine, qui connaissent parfaitement la Seine et qui seront là en soutien évidemment logistique des équipes du RAID aussi qui seront en bateau à protéger. Mais Bruno Pomar, oui. Dites-nous franchement, vous qui avez été sur le terrain et qui connaissez ça, votre angoisse dans ces cas-là, votre inquiétude principale, c'est quand vous êtes à l'œuvre dans de telles situations, c'est quel est votre sujet, vous qui êtes cadre, policier, ancien du RAID? Vous vous dites, dans ces moments-là, il ne faut pas que je rate quoi? Il faut être professionnel jusqu'au bout des ongles, mais encore une fois, rien n'est impossible. Vous voyez, je vous réponds pas directement. Une grosse attaque terroriste, très sincèrement, venant de l'extérieur ou quoi, je n'y crois pas trop, compte tenu du travail qui est fait avec la DGSI, Europol, etc., et nos services de renseignement qui font un travail considérable. Mais vous voyez, les attaques ferroviaires de cette nuit, elles n'ont pas été identifiées, on ne les a pas anticipées. Vous avez raison, mais également le comportement d'un spectateur qui vient là pour foutre le bazar. Mais sachez qu'il y aura aussi des policiers en civil parmi les spectateurs, et on est à l'abri de rien. Qu'est-ce que vous voulez? On va recevoir plus de 300 000 personnes, même si les gens sont badgés, même si les gens ont acheté leur place, même si les gens sont contrôlés, etc. On n'est pas à l'abri d'un barjot, excusez-moi le terme, qui est capable de faire un acte malveillant. C'est évident. Mais encore une fois, je peux vous assurer, compte tenu du dispositif, il va falloir être courageux pour tenter un acte malveillant, croyez-moi, parce que il y a vraiment une mobilisation et une passion, je dirais même. Moi, j'ai appelé pas mal de collègues qui sont sur le terrain déjà depuis quelques jours, et ils sont enthousiastes, évidemment, malgré la difficulté de la mission, enthousiastes de participer à ce bel événement. Et encore une fois, c'est regrettable de voir ce qui s'est passé avec ces réseaux TGV qui ont été détruits. C'est lamentable, mais écoutez, on pense surtout à ceux de nos auditeurs, et pas seulement, mais à tous ces Français et les touristes et les étrangers qui partaient en vacances là dans tous les sens en France, sur l'Hexagone, et qui sont bloqués dans les gares pour l'instant, tant que les trains ne peuvent plus rouler sur les lignes TGV. Merci infiniment d'avoir été en direct ce matin, Bruno Pomar. Je rappelle, ancien policier, ancien du RAID, instructeur du règle et un spécialiste de la sécurité. On va revenir bien sûr en direct sur Sud Radio. Restez avec nous, on vous tient au courant des évolutions possibles des suites de cette attaque multisite, de ces sabotages, incendies contre les réseaux ferroviaires SNCF, les réseaux des lignes grande vitesse à l'ouest, au sud de Paris, mais aussi à l'est, puisque certains endroits ont été signalés, certaines attaques ont été signalées sur des postes LGV aussi dans l'est. On se retrouve pour parler de ces sujets bien sûr, mais de la cérémonie, et on va revenir à la fête tout de même, et elle devrait bien se passer malgré tout cela. On y revient tout de suite. Vous êtes avec nous sur Sud Radio, ce sont les débats de l'été. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Vous êtes en direct sur Sud Radio et nous vous tenons au courant des suites de cette attaque multisite, ces sabotages, incendies volontaires par plusieurs commandos dans 5 sites au moins de la SNCF sur les lignes LGV, bien sûr, les lignes grande vitesse, avec des conséquences assez dramatiques pour ceux qui partaient en vacances, puisque nombre de TGV, essentiellement sur la ligne Paris-Bordeaux, mais pas seulement, sont retardés et peut-être même de plusieurs heures à chaque fois. Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, il y a quelques instants sur Sud Radio, nous disait, ce sera peut-être 800 000 personnes, près d'1 million de personnes qui seront impactées pendant le week-end. Alors on va revenir quand même à la fête. La fête aujourd'hui, oui, même j'ai un peu chagriné par la pluie et puis par cette affaire de la SNCF, mais on va revenir sur le programme. Le metteur en scène, Thomas Joly, avec son complice Thierry Reboul, et puis la playlist des chantants, et on va le faire avec Yvan Cugius, qui est producteur, qui est chanteur et qui est animateur de Loft Music sur Sud Radio. Yvan, vous êtes avec nous? Bonjour les copains, bonjour les amis, oui, absolument. Alors on va quand même avec vous sourire peut-être et faire sourire nos oreilles avec les musiciens et les chanteuses, surtout de la playlist retenue par Thomas Joly. Mais si vous permettez, d'abord, je vais me tourner vers Quentin Gérard, parce que on se posait une question. Qui est ce Thomas Joly dont on nous a dit qu'une des filles du rugbyman Herrero était une co-auteuse du scénario de cette cérémonie aujourd'hui, avec Thierry Reboul aussi. Quentin Gérard, un petit focus sur ce garçon Thomas Joly, dont on dit dans la presse, j'ai vu des papiers dithyrambiques dire mais c'est celui qui rêve toujours plus fort, toujours plus haut. C'est un grand metteur en scène de grands événements de ce type. Qui est Quentin Joly?
Quentin Gérard, pardon. Qui est Thomas Joly, Quentin Gérard. C'est d'abord l'homme de cette cérémonie d'ouverture. Ce soir, pas moins de 317 000 spectateurs et plus d'1 milliard de téléspectateurs découvriront son travail. Ce sera le plus grand spectacle du monde, a-t-il expliqué sans fausse modestie il y a quelques jours. Carrément. Et il est né à Rouen en 1982. Thomas Joly grandit dans le chaudron du théâtre. Il entre à l'école supérieure d'art dramatique de Rennes. Donc c'est un Rouennais qui va ensuite à Rennes faire une école d'art dramatique. Tout à fait. Il fonde ensuite, pas quelques temps après, sa propre troupe avec laquelle il touche à tous les genres, de Marivaux à Guitry et aux auteurs contemporains. Son Henri VI lui vaut notamment son premier Molière de Shakespeare. Le minimalisme, très peu pour lui, nous dit ce matin le Figaro à son sujet. Il lui faut de la musique, des lumières, des faisceaux, des néons, des costumes et des effets spéciaux si surprenants et si proches de l'idée totale du spectacle qu'il se fait. Et selon Vanity Fair, Thomas Joly sait ce que doit être le théâtre à l'heure de Netflix. De 2020 à 2022, il dirige le Centre dramatique national Le Quai d'Angers. C'est alors que 2 journalistes l'interrogent sur ce que pourrait être la cérémonie d'ouverture. Il évoque alors une arrivée des athlètes en char qui se transformeraient en voitures amphibies et les drapeaux des pays plantés dans la Tour Eiffel, rien que ça. Ces idées lui valent quand même la peine d'être embarqué dans la grande aventure des JO comme le directeur artistique, alors qu'il était en pleine préparation de Starmania. C'est Thierry Reboul, le directeur de la création de Paris 2024, qui l'appelle et lui confie son projet fou de cérémonie d'ouverture sur la scène. Il y a quelques mois, il s'entoure de 4 auteurs, dont la romancière Leïla Slimani ou l'historien Patrick Boucheron, pour imaginer un grand récit. Patrick Boucheron, un célèbre historien français. Pour imaginer son grand récit autour de la Seine et sa grande histoire sur pas moins de 6 km au sol, dans l'air et sur l'eau, pendant 3h45. Grand récit dont le suspense est encore grand et qu'on pourra découvrir à 19h30 ce soir. À partir de 19h30, ça devrait durer à peu près 4 heures. Ouais, 3h45, c'est dit. Et Yvan Cugius, tout est résumé dans cette phrase retenue par Quentin Gérard dans ce petit portrait de Thomas Joly. En fait, le sujet pour un metteur en scène de théâtre et de spectacle vivant aujourd'hui, il y a le Puy du Fou, par exemple, qui est considéré comme le plus grand spectacle vivant finalement sur la planète, c'est d'être en capacité d'intéresser quand même et d'offrir du suspense et de la beauté à des spectateurs qui sont habitués à un surcroît d'images, et à Netflix. Bon, c'est le symbole de Netflix, mais de toutes les plateformes et de l'image aujourd'hui qui est hyper puissante à travers les écrans. Comment on continue à amener les gens quand même dans du spectacle vivant quand on est à l'époque de l'image électronique? Qu'est-ce que vous en pensez, Yvan? Vous avez raison, c'est une vraie question, c'est une vraie problématique en fait. C'est-à-dire en fait c'est être dans son temps et en même temps mettre en avant la tradition, l'héritage culturel dans lequel on s'inscrit. C'est quand même ça le challenge effectivement. Et puis c'est également aussi cette question que vous posez, c'est de mettre à égal niveau la forme et le fond. C'est souvent ça de toute façon dans l'artistique. On est en face de ce questionnement permanent, le fond et la forme. Comment on narre, on récite, on crée un récit et comment on l'enveloppe d'une forme actuelle, recevable par les gens. C'est-à-dire que le public d'aujourd'hui, dans tous les artistes qu'on va citer et qui sont annoncés, ce sont souvent des jeunes gens qui n'ont pas forcément la connaissance, comme on peut l'avoir nous, de ces héritiers que nous sommes, en tout cas de ces gens qui nous ont précédés. Et oui. Comment faire pour les séduire avec une forme qu'ils connaissent, à laquelle ils sont habitués, tout en mettant à l'intérieur les ingrédients qui font notre héritage et notre histoire. Alors il y a les ingrédients de l'héritage et de l'histoire. Alors ce sera évidemment lié au monument. On le verra sans doute. On parle de drones qui viendront créer des dessins symboliques évidemment, des symboles qui seront reconstitués de cette façon à travers bien sûr une feu d'artifice dirigée par les drones eux-mêmes. On verra ça, peut-être que ça se déroulera de cette façon. Mais alors il y a un deuxième ingrédient, c'est aussi des stars du moment. Et alors là, eh bien écoutez, on va avoir par exemple, peut-être pas ça, mais au moins la voix de celle qui interprète ça. Oh, dja, dja, y a pas moyen, dja, dja. Alors Yvan Cugius, Aya Nakamura, Dja maintenant ça y est, c'est à peu près connu, y compris de ceux et celles qui sont très attachés à une autre chanson française par exemple. Et pourquoi c'est un phénomène mondial, Aya Nakamura ?
Alors ça, vous savez, c'est l'éternelle interrogation. Qu'est-ce qui fait que des Michael Jackson, des Céline Dion ou des Aya Nakamura, pour d'autres raisons, envahissent la planète et font une forme comme ça, non pas d'unanimité, mais en tout cas rassemblent un public immense. Je crois que ça reste de l'ordre du mystère, et que je crois quand même que c'est également lié à un temps, à une attente qui nous dépasse souvent, c'est-à-dire un air du temps. Je crois que de toute façon, on a vraiment évolué dans ces attentes. Chaque période de nos vies a des codes, a des attentes. Peut-être que quand on découvre Michael Jackson et qu'il arrive avec quelque chose de très organique, de très subtil dans le groove, dans le message qu'il envoie, eh bien le monde est en attente de ce profil-là, et qu'aujourd'hui on est peut-être à quelque chose un peu plus léger, un peu plus, vous voyez, voilà. Bon, alors bon, évidemment il y a la diversité, mais je voudrais un mot encore en conclusion, Yvan Cugius, en vous remerciant encore, le producteur, l'animateur de Love Music sur Sud Radio, un mot sur une autre femme, une éminence aussi mondiale, c'est tout simplement Céline Dion. C'est un retour miraculeux. Pourquoi est-ce que c'est si touchant finalement de la voir pour cette cérémonie d'ouverture ? Parce que Céline Dion, vous l'avez dit, elle a quand même un peu disparu des écrans depuis récemment. Donc on sent bien qu'elle est en souffrance, qu'elle a des problèmes de voix, que je crois que c'est une artiste, d'abord c'est une artiste francophone, qui a aussi la culture anglophone. Donc elle coche beaucoup de cases, et puis c'est une star, dans la mesure où, d'un point de vue vocal, elle est quand même incontournable, incontestable, quelque chose de très haut niveau, et qu'elle incarne cette francophonie qui dépasse les frontières uniquement de notre France métropolitaine, et que ça c'est super important. Et puis aussi, elle s'inscrit dans la volonté de Thomas Joly, vous le disiez tout à l'heure, d'avoir une présence féminine très importante dans ces Jeux Olympiques. Ouais. Parce que symboliquement, ça c'est quelque chose de très fort aussi, dont on a parlé par rapport aux artistes féminines, mais ça c'est quelque chose qui était une vraie volonté. Il y a une parité d'athlètes, vous l'avez certainement dit, de 5000 athlètes féminins, je crois, et 5000 masculins, et donc on retrouve cette parité là-dedans avec Céline Dion qui l'incarne parfaitement. Avec nos excuses, Yvan Cugius, on n'a pas pu vous permettre de développer davantage ce matin, mais vous avez compris que l'actualité liée au sabotage à la SNCF a tout bousculé. Merci, vous êtes l'animateur de Love Music sur Sud Radio. On est heureux de vous avoir entendu. C'est parti, la suite dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Les débats de l'été et cette deuxième séquence de ces débats de l'été entre 10h30 et midi, ce sont nos 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord, tradition chez Valérie Expert, qui est en vacances et que j'ai le plaisir de remplacer. On salue Valérie au passage. Mais vous le savez, ce matin, l'actualité, nous sommes au plus près de l'actualité sur Sud Radio. L'actualité, c'est bien sûr les Jeux Olympiques et la cérémonie qu'on espère très belle ce soir. Est-ce qu'il plane là une menace à travers ce qui vient de se dérouler? Mais l'actualité, c'est sabotage en série à la SNCF. Alors, nos débatteurs, je vous les présente immédiatement, mais on va suivre l'actualité. Christelle Niasme est avec nous. Bonjour. Bonjour Thierry. Christelle, vous êtes conseillère municipale, donc vous êtes une élue municipale à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Et vous êtes droite républicaine. Et également élu au département du Val-de-Marne. Philippe Bouriaki, vous êtes de sensibilité écolo, mais si je dis Europe Écologie Les Verts, non. Ça va me faire hérisser le poil. Oui. Je suis sorti de cette secte, donc maintenant je suis à l'école Géocentre depuis 2 ans et je suis très fier. Donc écolo-centriste, écolo dans l'âme, mais pas écolo Europe Écologie Les Verts. Merci Philippe, vous réagirez. Voilà. Un autre élu, il est député du Lyot, il a été maire longtemps de Nogent-le-Rotrou dans l'Eure-et-Loire. Harold Huvard, vous êtes centriste, mais centriste critique à l'égard d'Emmanuel Macron, on peut dire ça. Vous n'êtes pas un centriste macroniste. Critique à l'égard de tous les blocs, et de la situation d'impasse dans laquelle on est. On va vous retrouver, on va parler de ça, on va parler politique en effet ce matin. Et puis Bernard Cohen-Haddad, alors vous c'est la société civile, si j'ose dire, qui a présenté sur ce plateau ce matin, puisque vous êtes chef d'entreprise et le porte-parole des chefs d'entreprise à travers la CPME Île-de-France, c'est-à-dire c'est combien d'entreprises au sein de votre syndicat? 7000 en Île-de-France, et je préside aussi un think tank qui s'appelle Étienne Marcel, qui représente les entreprises de la RSE, notamment les PME de la RSE. C'est en pleine actualité comment on peut mieux vivre
dans notre cité et mieux travailler dans nos entreprises. La RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et puis alors Étienne Marcel, il faut rappeler qui c'était. On va en faire hurler ceux qui sont loin de Paris et qui en ont marre d'entendre parler de Paris. C'était le monsieur Hidalgo d'une autre époque, c'est-à-dire le prévôt des marchands de Paris, qui était un tisserand et qui s'est battu contre l'absolutisme royal. Voilà, et il était le porte-voix haut et fort des entrepreneurs de l'époque, des artisans de Paris, et il a été un peu maire, donc de fait, il avait le même poids que le maire de Paris à l'époque. Alors je reviens à l'actualité, je vous le disais, vous le savez, ces sabotages qui mettent en danger évidemment le réseau, les trains, mais la sécurité, nous a dit le président de la SNCF, était assurée, donc pas d'accident, mais en revanche, des incendies volontaires, au moins dans 5 points différents, sur des sites différents, des lignes LGV. C'était très coordonné, c'était prémédité, vous allez l'entendre. Il y a eu à l'instant même, il y a un peu moins d'une dizaine de minutes, une conférence de presse du président de la SNCF depuis la gare Montparnasse. Écoutez ce que disait à l'instant, grâce aux équipes de Sud Radio, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. On peut penser que l'attaque a été préméditée, a été calculée, a été coordonnée. Oui, je pense qu'il y avait vraiment intention de nuire, et nuire gravement, puisque l'endroit aussi où ces incendies ont été provoqués, ce correspond à des bifurcations. Donc pour un seul incendie, on touche 2 itinéraires, 2 destinations. Donc oui, il y avait intention de nuire, et intention de nuire les Français qui partaient en vacances. Voilà, c'est les grands départs qui sont menacés, qui sont abîmés. Je le regrette vraiment. C'est pas notre faute, on est victimes comme les Français. Mais nous, notre rôle, c'est de réparer le plus vite possible. Alors réparer le plus vite possible. Il faut dire qu'a priori sur la ligne TGV Sud-Est, elle n'est pas touchée depuis la gare de Lyon et dans l'autre sens, depuis Marseille, Aix, Nice même. On peut remonter sur Paris a priori. En revanche, les lignes TGV, les lignes grande vitesse Nord, Est et Atlantique sont touchées. Des trains qui ont entre 1h30 et 2h de retard. Évidemment des trains supprimés par ailleurs. Et la gare la plus touchée, c'est d'ailleurs de là que se déroulait à l'instant la conférence de presse du président de la SNCF. La gare la plus concernée, c'est les gares qui vont vers la Bretagne, et c'est donc à Paris au moins la gare Montparnasse, mais Rennes, Le Mans, on y reviendra, monsieur le maire de Nogent-le-Rotrou dans quelques instants. C'est tout l'ouest et le grand ouest vers la Bretagne qui est concerné. Écoutez ce qu'en dit d'ailleurs à cet égard Jean-Pierre Farandou, c'était encore il y a quelques instants à cette conférence de presse gare Montparnasse. L'entreprise est mobilisée, bien évidemment, pour que ça dure le moins longtemps possible. On a à faire face à des dégâts importants, particulièrement effectivement sur Montparnasse. Voilà, nous, notre travail, c'est d'abord de réparer. Nous avons mobilisé des centaines d'agents qui sont sur les lieux, bien sûr, qui attendent que les enquêtes de police soient terminées pour pouvoir intervenir. Tous les plans d'intervention sont prêts. Il nous faut, nous pensons, 2 jours à peu près pour arriver à remettre tout ça sous contrôle. En gros, tout le week-end. On fera mieux si on le peut, mais il y a énormément de travail. C'est un travail très minutieux de réparation, câble par câble, fil par fil. Voilà, donc mobilisation générale pour faire en sorte que cet incident ait des conséquences les plus réduites possibles pour nos clients. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, et Bruno Pomar, l'ancien du RAID, qui était avec nous en direct, nous a dit tout à l'heure qu'en effet, c'était de fait une opération menée de façon professionnelle par des spécialistes en tout cas, et que là, il y avait volontairement une agression du réseau SNCF. Il est trop tôt évidemment de viser qui que ce soit et de parler d'ingérence étrangère par exemple, mais évidemment la question ce matin, alors qu'il y a 160 chefs d'État et gouvernements qui sont présents à Paris pour la cérémonie d'ouverture, la question reste posée. Je vais vous faire réagir, nos amis les débatteurs de Mettez-vous d'accord. Vous êtes là ce matin. Il se trouve que parmi nos amis ce matin, eh bien, nous avons quelqu'un qui est proche d'un des endroits où les lignes LGV passent, évidemment, mais où surtout où il y a eu une de ces attaques. Harold Duvar, vous êtes aujourd'hui, vous avez été élu aux dernières élections législatives, député Lyotte d'Eure-et-Loir. Vous avez été très longtemps le maire de Nogent-le-Rotrou. Nogent-le-Rotrou, c'est le Perche, c'est l'ouest de la France, sur la route du Mans, après Chartres, sur la route de Rennes. Et alors dites-nous, vous avez des détails, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a eu lieu près de chez vous? Oui, alors beaucoup d'éléments commencent à devenir publics. Il est clair qu'une organisation capable de mener des actions sur autant de points du territoire et avec du matériel et de la logistique, parce que incendier un poste d'aiguillage ou des fils de haute tension, ça demande beaucoup de matériel. Il n'y en a pas 36 aujourd'hui en France capables de mener ces actions-là, et manifestement l'action sur le TGV Atlantique a eu lieu à Courtalin, donc dans la communauté de communes, à côté de la communauté de communes que je présidais encore jusqu'à
hier soir. Donc manifestement, de Nogent-le-Rotrou. Voilà, donc on va très vite en savoir plus, parce que manifestement, ils ont laissé du matériel derrière eux. Manifestement, il y a eu aussi un acte de sabotage sur le TGV Sud-Est qui a été déjoué. Donc il est très clair qu'on saura à peu près rapidement, avec un haut niveau de vraisemblance, d'où vient le coup. C'est simplement un rappel du fait que on est aujourd'hui dans une journée extrêmement sensible et que du coup la vigilance, la discipline aussi, y compris des voyageurs et de la population, est la clé pour permettre à notre pays de passer ce moment qui est forcément un moment compliqué. On s'est attaqué, selon vous, au maillon faible, finalement, là où c'est une diversion. C'est pas là qu'aujourd'hui on avait tous les regards. Tous les regards sont sur la Seine, tous les regards sont à Paris, et donc là, finalement, certains ont profité de ça pour essayer d'aller enfoncer peut-être un endroit de difficulté. Manifestement, on est face à des gens organisés, donc on ne peut pas savoir quel est leur objectif final. Donc ça, on voit bien que les autorités réagissent en mettant des moyens sur les gares, puisque ça peut être l'indication que les gares sont le maillon sensible. Là aussi, parce qu'il y a des foules et des mouvements de foule qui vont avoir lieu aujourd'hui avec les départs en vacances. Mais je pense que moi, j'ai vécu les attentats quand j'étais plus jeune en cabinet ministériel. Il faut aborder de 2015 et la suite. Il faut aborder ces moments-là en étant prêt à tout. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous ferai réagir nos trois autres débatteurs de Mettez-vous d'accord dans quelques instants. La pub, et puis on revient bien sûr en direct sur Sud Radio sur cette attaque concertée dans 5 points névralgiques des réseaux de transformation et de transport des informations électroniques pour la gestion des TGV en France, les sabotages contre la SNCF. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Ce sont les débats de l'été et c'est l'actualité de l'été. C'est chaud aujourd'hui et c'est sur Sud Radio, bien sûr, radio du rugby, radio du sport et bien sûr radio de l'actualité et des coulisses des Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture. On est très focalisé sur la question de la sécurité, et bien à cause de cette attaque concertée cette nuit, des professionnels de la mafia, du terrorisme, on ne sait pas, ou des gens hostiles tout simplement de façon idéologique au réseau SNCF, au train à grande vitesse. On se souvient de groupes d'extrême gauche qui avaient attaqué déjà il y a quelques années le réseau SNCF. Alors je vais vous faire réagir. On a entendu l'intervention de l'ancien maire de Nogent-le-Rotrou, puisque rappelez-nous la commune qui a été attaquée cette nuit. C'est Courtalin, où il y a un poste d'aiguillage et un passage à niveau. Et TGV, donc de la ligne grande vitesse de l'Ouest vers la Bretagne. On sait, Jean-Pierre Farandou l'a précisé il y a quelques instants, le PDG de la SNCF sur Sud Radio, que c'est surtout ce réseau-là qui a été impacté. Qu'est-ce que vous inspire peut-être Bernard Cohen-Haddad, vous êtes le représentant de la CPME, c'est-à-dire le syndicat des petites entreprises et moyennes entreprises de l'Île-de-France. Vous vouliez réagir sur l'impact que ça vous choque? Oui Thierry, moi je pense qu'on est aujourd'hui dans une journée symbolique. S'il y a des journées symboliques, aujourd'hui c'est vraiment la journée de la cérémonie d'ouverture, donc tous les regards sont braqués sur la France, y compris les hackers, y compris les malveillants, les malfrats. La preuve. Et que ce geste n'est pas anodin. On a voulu quand même nous gâcher la fête. On a voulu aussi plomber un moment l'économie, parce que ce qui vient d'arriver, ça coûte de l'argent aux contribuables, ça coûte de l'argent à la SNCF, ça nous coûte de l'argent. Et puis tous ceux ça qui retarde accueillir aussi la vie économique, ça regarde aussi, ça perturbe aussi la vie dans les territoires. Donc ce n'est pas anodin, c'est une volonté de gâcher la fête. Parce qu'on peut appeler, excusez-moi, je suis un peu plus cash, des activistes. Il faut dire les choses, ce sont des activistes. Ceux-là même qui, il y a une semaine, 10 jours, nous ont fait des pétarades dans les méga-bassines, vous voyez, contre les méga-bassines. Vous pensez que c'est les mêmes? Mais je veux dire, c'est le même système qui vise à bloquer à un moment la fête des JO. Alors qu'on est là, plutôt que de déplacer des policiers, des gendarmes, tout simplement faire en sorte qu'on soit concentré sur un événement, y compris pour perturber, je le redis, des écosystèmes locaux régionaux, parce que aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est profiter de leurs vacances. Les entreprises, les consommateurs, tout simplement profiter du monde qui les entoure, s'acheter un certain nombre de choses, aller dans les restaurants, aller sur des lieux de villégiature et non pas se plomber la vie à savoir comment on va faire pour regagner tel endroit alors qu'on a des familles monoparentales, alors qu'on a des enfants à récupérer, alors qu'on a des personnes en situation de handicap qui se retrouvent en difficulté pour se déplacer. C'est ça la réalité, Thierry. Oui, vous avez publié un livre qui s'appelle L'avenir appartient aux PME, et donc nous on se met à la place on a souvent
des chefs d'entreprise, des artisans, des PME au téléphone sur Sud Radio. Et d'ailleurs, si vous voulez réagir, ceux qui nous écoutez ce matin au 0826 300 300, soit parce que vous avez un témoignage, soit parce que vous voulez réagir à ce sabotage à la SNCF ou ces vacances gâchées parce que vous partiez, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, on vous passe à l'antenne 0826 300 300. Si vous êtes bloqué en gare et que vous voulez réagir par exemple, eh bien appelez-nous. On imagine tout le travail qui a été mis en place par les commerçants aussi, au-delà même des jeux, qui dans toute la France attendent leurs voyageurs, leurs touristes, leurs vacanciers, et qui là se disent, ils vont peut-être renoncer, ils vont peut-être refuser de venir finalement parce que les trains sont bloqués. Il y a une difficulté d'accès. Les chiffres d'affaires, on voit bien, y compris les soldes, sont en dessous des attentes. On est à moins 20, moins 30%. C'était mercredi, la fin des soldes, je vous rappelle, Thierry. Donc on a des chiffres d'affaires compte tenu d'un début d'été qui a été extrêmement pluvieux, plus ou moins anxiogène, avec des baisses de chiffre d'affaires. On a une année, je parle de date à date, c'est-à-dire de 2023 à 2024, qui n'a pas été exceptionnelle. Et là, les soldes, alors vous avez déjà un petit bilan ? Oui, on est sur à moins 50%, je veux dire des 51% des commerçants qui ne sont pas à la hauteur du chiffre d'affaires qu'ils attendaient, 75% qui pensent effectivement avoir perdu entre 20 et 30% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, et 31% qui pensent que l'impact JO n'a pas un effet, comment dirais-je, on est un peu perdu dans tous vos chiffres. Ce qu'on retient, c'est que c'est pas aussi beau que ce qu'ils rêvaient de faire. C'est tout simplement qu'il y a un faisceau d'indices qui fait que ça va pas à la fête des entrepreneurs, et que ce qu'on arrive aujourd'hui et ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas fait pour encourager, même si on pense d'abord à celles et ceux qui doivent se déplacer et qui se trouvent dans une situation difficile, surtout en cette période d'aujourd'hui où un certain nombre, je parle de Paris, d'accès de mobilité sont fermés. Donc on voit bien que la situation est extrêmement difficile, pour pas dire catastrophique, anxiogène, pour ceux qui avaient prévu de prendre le train à la gare Montparnasse et qui, j'espère, pourront partir ce soir ou au plus tard demain, afin de regagner leur ville de villégiature et aller tout simplement passer de bonnes vacances et pouvoir acheter français, du Made in France dans les territoires. Alors, je reviens sur ces précisions que nous vous donnions tout à l'heure et qui ont été abondées, si j'ose dire, par le président de la SNCF lui-même depuis la gare Montparnasse. Ce sont surtout les lignes Est, Atlantique et Nord qui sont touchés, nous disait Jean-Pierre Farandou, les lignes LGV, Atlantique vers la Bretagne, donc déjà vers Le Mans, puis Rennes. Le Mans est déjà, donc on le disait à l'instant, Nogent-le-Rotrou, près de Nogent-le-Rotrou, à Courtalin. Ça a été un des lieux où on a brûlé de façon volontaire, en effet, les câbles des lignes TGV. Sur l'ensemble sud-est, à partir de la gare de Lyon, il semble que les choses aient été maîtrisées et qu'on ait évité une des attaques, notamment en faisant fuir les auteurs. On retrouvera une partie de leur matériel, ce qui permettra peut-être de donner des éléments aux policiers. Donc la ligne LGV sud-est, elle, a été à peu près préservée. Mais attention, vous avez au moins entre 1h30 et 2h de retard des trains à partir de Montparnasse vers la Bretagne, vers Brest, Rennes et Quiberon. Et puis peut-être certains trains supprimés. Il faut y faire attention. On se retrouve tout de suite avec les infos, bien sûr, et puis la suite de nos grands débats de l'été avec Mettez-vous d'accord et nos 4 débatteurs. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec nous 4 débatteurs, c'est la tradition ici, vous le savez, entre 10h30 et midi. Et ce matin, eh bien, Christelle Niasme, conseillère municipale dans la région parisienne, en Ile-de-France, Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, droite républicaine. Christelle, à ses côtés, Harold Huvard, vous êtes député Lyotte, élu il y a quelques semaines, élu au début du mois, aux dernières législatives, député Lyotte, centriste un peu assez indépendant, d'Eure-et-Loir. Vous avez été maire de Nogent-le-Rotrou et vous nous racontiez il y a quelques instants que vous étiez jusqu'à hier soir le président de cette communauté de communes dans laquelle il y a Courtalin, une des communes sur lesquelles figurait un des 5 nœuds ferroviaires attaqués hier par les sabotages au cours de la nuit. Avec nous aussi Philippe Bourriaki, vous êtes conseiller régional écologiste indépendant d'Europe Écologie Les Verts, un des écologistes centristes d'Île-de-France, membre de la commission des sports du conseil régional. Et puis un chef
chef d'entreprise qui représente la société civile parmi nos débatteurs ce matin, le président de la CPME Paris et patron du think tank Étienne Marcel, auteur de L'avenir appartient aux PME, Bernard Cohen-Haddad. Alors comment réagissez-vous ? Il y a quelques instants, Bernard Cohen-Haddad disait ça procède de l'état d'esprit, notamment des éco-terroristes, des éco-violents, des écologistes violents qui sont allés de façon virulente contester l'existence des méga-bassines. Vous, l'écologiste de cœur que vous êtes, Philippe Bouriaki, vous vous sentez concerné par cette interpellation de Bernard Cohen-Haddad ? Au fond, cet état d'esprit délétère installé par l'éco-violence serait à l'origine de ce qui vient de se produire à la SNCF ? Alors, tout d'abord, mes premières pensées vont à toutes celles et tous ceux, et je remercie Bernard de l'avoir souligné tout à l'heure, ces femmes et c'est aussi ces hommes, mais bon, en général c'est plutôt ces femmes isolées, monoparentales, ces grands-parents qui souffrent de la solitude et qui devaient recevoir leurs petits-enfants, les personnes en situation de handicap, les colonies, enfin vraiment tous les gens fragilisés qui se faisaient des vacances, un moment de bonheur pour recevoir la famille ou les amis. On a fait beaucoup de mal. Ma deuxième pensée, c'est pour toutes ces femmes et ces hommes de la SNCF, des entreprises environnantes. D'abord ceux qui sont bloqués, les voyageurs, parce que là, premièrement les voyageurs, bloqués ce week-end. Deuxièmement, toutes celles et tous ceux qui vont essayer par tous les moyens de résoudre, et donc tous les services de l'État, évidemment. Et j'appelle vraiment les usagers à attendre le message SMS ou mail de la SNCF. J'ai une particularité qui n'était pas très en vogue quand j'étais à Europe Écologie Les Verts, c'est que je suis un spécialiste de la sécurité et que j'aime l'ordre et la sécurité. S'il vous plaît, ne vous rendez pas en gare si vous n'avez pas reçu le message, parce que le problème d'une influence en gare, moi je pense aujourd'hui à nos anges gardiens, nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, qui sont sur le pied de guerre pour nous apporter la sécurité au péril de leur vie. S'il devait y avoir un acte malveillant supplémentaire, une sorte d'attaque en gare, quoi. Vous savez, moi je suis optimiste de nature, mais j'essaie d'être le plus prudent possible. Vous avez une concentration de gens qui vont affluer et qui vont se retrouver bloqués. Au lieu d'avoir 50 000 personnes, d'un coup vous en avez 100 000. Ouais. Si vous faites un dégât, il est multiplié par 10 du coup vous redoutez au fond, alors complètement hypothèse d'école, attention, je dis bien aux auditeurs qu'on n'est pas là dans le factuel, du tout. C'est pas un fait, mais vous nous dites finalement on pourrait en parallèle tous les regards sont focalisés sur la cérémonie, et beaucoup de policiers sont mobilisés là-bas, dans un premier temps c'est ça le scénario noir que scénario noir, c'est on regroupe et puis il peut y avoir bloque les gens dans les gares en ayant attaqué les sites ferroviaires et puis du coup une attaque derrière. Je ne veux pas concéder à la panique, mais je veux qu'on soit responsable et il est important que chaque... Bernard Cohen-Haddad avait raison de dire on nous gâche la fête là, parce que nous-mêmes on en rajoute, je reconnais. Mais la prudence prévaut aujourd'hui pour tout le monde, et si il vous semble quelque chose d'anormal, signalez-le immédiatement aux forces de sécurité, parce que... quand même, comment est-ce qu'on peut suivre votre conseil ? Parce qu'on se dit, bon, ok, tant pis, mon train ne redémarre pas avant 13h, là, il y a encore 2 heures d'attente, je vais quand même en gare, c'est normal, j'ai envie de partir. N'y allez pas, parce que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir partir. Deuxièmement, vous allez encombrer des services d'urgence si, éventuellement, il y avait ne serait-ce qu'un mouvement de panique. Enfin, vous savez, quelqu'un qui fait une crise d'hystérie parce qu'il est angoissé par la foudre. Moi, je suis agoraphobe, donc, vous voyez, et je lutte contre ça au maximum. Vous prenez pas de train aujourd'hui, rassurez-vous. Non, je l'ai pris hier, parce que mon vol a été annulé et je ne citerai pas la compagnie, mais on en parlera un autre jour. Et donc je remercie en tout cas la SNCF de m'avoir permis au dernier moment de prendre mon train pour être présent aujourd'hui chez vous. Mais vraiment, vous savez, on a parlé d'éco-terrorisme, et nous, en tout cas à l'écologie au centre, et même quand j'étais à Europe Écologie Les Verts, je condamnais toujours les actions violentes et par contre les happenings pacifistes, mignons, qui interpellent les gens, qui les pénalisent pas, comme quand on bloque le périph', ça fait chier le français moyen qui veut aller bosser ou qui doit récupérer son monde. On retire le verbe voilà, ok, c'est fini. Non, il faut se dire les choses. Vous êtes bloqué, vous devez aller chercher vos mômes à la crèche, sinon vous allez retrouver au commissariat après 19h. C'est un traumatisme pour l'enfant, c'est un traumatisme pour la maman. Pour des gens qui, à juste titre, veulent interpeller sur le réchauffement climatique, mais c'est pas les bonnes méthodes. Ça embête pas le président de la République, ça embête le pauvre citoyen qui n'a pas d'autre alternative. Donc moi, j'ai toujours été contre ça. Et par contre, des attaques ciblées, organisées, structurées, c'est-à-dire que ça demande du repérage, ça demande du matériel, ça demande de la formation, me fait dire que c'est pas des éco-terroristes, mais une structure bien plus complexe. Vous que ce soit autre chose. Moi, je le dis carrément. J'ai dans la ligne de mire le Kremlin.
Voilà, je le dis. Vous dites la Russie. Voilà. Alors, je suis pas soumis au même protocole diplomatique que notre chef d'État, mais on savait qu'ils allaient nous compliquer la vie par rapport à notre soutien à l'Ukraine. Moi, je suis un soutien indéfectible à l'Ukraine, donc je l'assume pleinement. Et c'est pour ça que je fais attention à toutes les fréquentations et toutes celles qui viennent m'approcher. Je check avant. Je dis bien, nos auditeurs, c'est pas une info, hein, c'est une opinion. Non, c'est une opinion personnelle de Philippe Bouriaki, conseiller municipal et conseiller régional d'Île-de-France, indépendant, porte-parole national écologie au centre. Vous soupçonnez la Russie derrière cette action. Vous ne pouvez pas coordonner de façon. En tout cas, une ingérence étrangère. Mais c'était évident, on le savait qu'ils allaient par tous les moyens nous pourrir la vie. Mais c'est pour ça que j'appelle nos concitoyens, s'il vous plaît, si vous ne recevez pas le SMS ni le mail, ne vous rendez pas en garde, je vous en supplie. Christelle Niasme, vous êtes un de nos 4 débatteurs, une de nos 4 débatteurs ce matin. Il va pas un peu fort, Philippe Bouriaki, là Oui, je pense qu'il y a effectivement une intention profonde de nuire. Je n'irais pas jusqu'à dire une ingérence. Oui, enfin, c'est extrêmement coordonné. On voit qu'on est sur des sites ferroviaires, il y a quand même une certaine technicité. Enfin, moi, vous me laissez sur des rails, je suis incapable de vous définir ce qu'est un poste d'aiguillage et où il faut brûler un câble pour empêcher une ligne d'avancer. Il y a une vraie connaissance des infrastructures, il y a des points spécifiques qui ont été touchés et quand ils l'ont fait, ils savaient pertinemment où bloquer la situation. Donc, enfin, j'irai pas jusqu'à dire ingérence étrangère, mais je veux dire que ce blocage, il nous avait été promis. On a parlé d'activistes tout à l'heure, il nous avait été promis par l'ultra-gauche. Enfin, ils n'en se sont pas cachés. Ils font même des opinions politiques parce qu'ils nous promettent à la rentrée de venir sur ces sujets pour dire à quel point les Jeux Olympiques sont un ratage monumental. Alors, comment mieux défendre cette idée que de contribuer peut-être un peu à gâcher la fête. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 000 spectateurs qui sont attendus. On a toutes nos forces de sécurité qui sont extrêmement mobilisées. Il y a même eu des appels qui ont été faits pour infiltrer les réseaux bénévoles pour pouvoir saboter la fête. Enfin, je veux dire, il faut quand même dire où on est. Il y a une véritable volonté de saboter la fête et tout le projet autour des JO. Philippe Bouriaki, à l'instant, vient de nous dire, de sensibilité écolo, vient de nous dire, c'est peut-être même une ingérence étrangère. Certains se demandent si ça peut pas venir aussi de l'extrême gauche française, parce que on se souvient de 2008, Julien Coupa, le groupe de Tarmac, qui avait attaqué des lignes TGV et qui prévoyait des opérations beaucoup plus solides. Alors ce groupe était surveillé, ils ont été condamnés, emprisonnés à un moment donné, donc peut-être qu'il ne s'agit pas du tout d'eux, mais on se souvient de cette époque. Oui, mais là, donc peut-être que c'était des lignes caténaires, c'était TGV, il s'agissait de bloquer. Bien sûr. Non, mais là, ça s'est passé en même temps, en simultané. C'est une attaque en règle, en termes militaires, ça a été coordonné, c'est pour ça que ça me laisse penser, mais quand Christelle a tout à fait raison en parlant de l'extrême gauche qui a voulu infiltrer des bénévoles, et puis surtout qu'ils ont fait des appels à la grève aujourd'hui, etc. Mais je rappelle qu'ils ont les mêmes connivences et les mêmes accointances avec le régime de Poutine. Harold Duvar, vous êtes député aujourd'hui, vous avez donc été maire, président de cette communauté de communes de Nogent-le-Rotrou, où il y a Courtalin, on le répète, un des endroits où il y a un des postes qui a été brûlé cette nuit. Ça vous inspire quoi, la réaction de Philippe Bouriaki et de Christelle Niasme en disant ingérence étrangère ? Alors, on ne sait pas à ce stade. On saura très vite, puisqu'il est clair qu'une attaque de cet ordre mobilise du matériel, des moyens, laisse des traces, et donc on l'a pas anticipé. On ne l'a pas anticipé parce que c'est impossible de sécuriser un réseau ferroviaire qui parcourt la totalité du territoire français. Et puis ce sont des zones rurales. Courtalin, il n'y a personne tout autour. Par contre, un poste d'aiguillage, une bifurcation de ligne TGV, c'est une très grosse infrastructure. Pour pouvoir l'endommager, il faut des très gros moyens. Donc moi, ça plaide pour une organisation très structurée. Elles sont souvent identifiés, donc il n'y en a pas 36 aujourd'hui qui sont sous surveillance. On saura donc les choses très vite d'où vient le coup. En revanche, on ne connaît pas l'objectif final de ce type d'action. C'est là où Philippe Bouriaki a raison de nous mettre en garde. Le sujet des gares qui a été pointé par les autorités publiques en concentrant, il y a 55 000 forces de l'ordre, sans compter les militaires de Sentinelle aujourd'hui dans Paris. Les gares et l'encombrement dans les gares liées à l'arrêt des trains. Donc vous dites aussi, comme Philippe Bouriaki, aux gens. Donc il faut effectivement ne pas aller dans les gares par prudence, attendre, c'est les consignes de la SNCF, attendre le SMS ou l'appel qui invite
j'ai un train, j'ai envie de le prendre, mon train. Oui, mais quand il n'y a pas de train, ça sert à rien d'aller le chercher, puisqu'il ne va pas démarrer tout seul. Donc, c'est vrai. Mais il y a aujourd'hui tous les moyens de connexion qui font qu'on appelle les clients et donc à l'avance. Donc, on va pas nous accuser d'en faire trop et de gâcher la fête. Il ne faut pas en faire trop. Vous savez, quand on ne transige pas avec la sécurité, l'enjeu, il est trop important. C'est 1 milliard de personnes qui regardent la France et donc ça concentre et ça suscite toutes les possibilités de déstabilisation. Les 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord, on les retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Les débats de l'été et Sud Radio. Et sur Sud Radio, c'est chaud. On suit l'actualité, bien sûr. La plus difficile, la plus délicate, c'est ces attaques en groupe, multi-sites. 5 sites de la SNCF et de points névralgiques pour la transmission des informations électroniques pour gérer les TGV. Les câbles ont été brûlés, vous le savez. Donc, 5 sites en France. Et d'après le président de la SNCF qui s'exprimait il y a quelques instants sur les médias en général et Sud Radio en particulier, eh bien, même si la ligne TGV Sud-Est, gare de Lyon à Paris jusqu'à Nice, jusqu'à Perpignan même, eh bien via Marseille, via Aix, n'est pas touchée. En revanche, ce sont les lignes Nord, les lignes Est et surtout la ligne Atlantique vers la Bretagne qui sont touchées. 1h30 à 2h de retard des trains, quelques trains supprimés et gare Montparnasse à Paris, pas de reprise des trains avant au moins 13h. Et puis je vous le disais à l'instant, eh bien autre actualité qui vient de tomber puisque ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, là, aux États-Unis, avec le président, élection américaine, le président Barack Obama, qui apporte pour la première fois son soutien à Kamala Harris, la démocrate, bien sûr, et qui succède dans la candidature à la Maison-Blanche pour succéder à Joe Biden lui-même, qui a donc renoncé. Mais ça, vous le savez. On revient avec nos 4 débatteurs que je vous présente à nouveau. Christelle Niasme, vous êtes Christelle Niasme, je le rappelle, conseillère municipale droite républicaine à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Harold Duvard, vous êtes député Lyotte d'Eure-et-Loir, de Nogent-le-Rotrou. Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste indépendant d'Île-de-France. Et Bernard Cohen-Haddad, vous êtes président des petites et moyennes entreprises de la région francilienne. On va commencer par vous, Harold Duvard, parce que vous nous parliez à l'instant de Courtalin, cette commune proche de Nogent-le-Rotrou, où un poste TGV de ligne grande vitesse a été incendié cette nuit, très bien, ou très mal. Et puis il y a aussi chez vous un réseau de PME, d'entreprises, et vous êtes très en pointe sur ces sujets. Vous défendez aussi, vous, les entreprises françaises, et vous vouliez là pousser un coup de gueule parce que vous êtes blessé au fond du fait qu'on laisse tomber Duralex, on se souvient, Duralex, le verre, nos verres d'enfance. Non, mais je voulais avoir une pensée pour Duralex et pour les salariés. C'est une entreprise que j'accompagne avec la région. Je suis toujours vice-président à l'économie de cette belle région centre-Val de Loire. Ils sont à Orléans. Et je voudrais, dans un moment où on parle beaucoup des Jeux Olympiques, beaucoup de politique, beaucoup d'Amérique, rappeler qu'on a aussi nos entreprises qui souffrent, notre industrie. En ce moment même, il y a Duralex qui est au tribunal de commerce. Et dont on a perdu Caddy aussi. Oui. Voilà, on en a perdu beaucoup et ça risque de continuer. Donc là, il y a la possibilité d'une reprise, mais il ne faut pas que les emplois soient détruits et que les verres Duralex soient produits ailleurs que chez nous. Et puis, il y a aussi la perspective d'avoir une coopérative. Donc aussi des solutions qui sont alternatives pour reprendre ça. Je voudrais simplement que dans ces moments où l'actualité est très chargée, pour une fin de juillet c'est très chargé, qu'on ait aussi une pensée pour tous les Français qui travaillent et pour lesquels il n'y a pas de trêve olympique, et puis pour toutes nos entreprises qui essuient des difficultés, l'industrie mais aussi commerce, restaurateurs, artisans, parce que c'est ça le moteur de la puissance française et c'est ça aujourd'hui qui est fragilisé. Mais c'est quoi votre coup de gueule? Parce que, pardonnez-moi, mais je fais l'objection. Évidemment, on est assez critique à l'égard d'Emmanuel Macron ici, mais il a tenté de relancer depuis 7 ans l'industrie française, de revenir à ce qu'il appelle notre souveraineté industrielle. Il a relancé, on voit arriver dans un contexte où l'automobile prend le virage électrique, eh bien des méga factories, des gigafactories du côté de Dunkerque, de nouvelles usines dans des tas de domaines qui sont liés à l'énergie. Il y a une tentative quand même de relancer l'industrie. Il y a une tentative pour relancer l'industrie, mais si on ne crée pas derrière les conditions pour que l'industrie ou l'économie
puisse reprendre durablement, on est en difficulté. Si on règle pas la question des marchés de l'énergie, on n'arrivera pas à sauver certaines entreprises. Si on règle pas la question du travail, de la main-d'œuvre, des recrutements, on n'arrivera pas à recruter et à faire se développer nos entreprises. Si on réglera pas la question du foncier disponible de la même façon. Bref, il y a la réindustrialisation, le développement économique pose tout un tas de questions qui aujourd'hui sont toujours sur la table. Bon, mais par exemple sur l'énergie, certains élus proches du gouvernement encore en place nous disaient il y a encore quelques heures, attention, si le nouveau Front Populaire arrive au pouvoir, il y aura un aller-retour encore une fois sur l'énergie nucléaire et ça c'est pas bon. Oui, alors attention, le nouveau Front Populaire, pour l'instant, ils sont très très loin du sujet, quoi qu'ils en disent, puisqu'il n'y a pas de majorité en faveur d'une telle option. En revanche, on a toujours des marchés de l'énergie qui sont complètement dérégulés et totalement instables, et Duralex, et on pourrait en citer plein d'autres, c'est l'exemple même de ces entreprises qui aujourd'hui tombent à cause de l'instabilité des prix de l'énergie. Et donc si on est dans une économie de guerre, si on a toujours la perspective de déstabilisation géopolitique, eh ben, il faut remettre des règles sur les marchés de l'énergie qui ont été trop libéralisés ces dernières années. Oui, ces magnifiques objets en verre, eh ben, le verre pour produire des objets en verre, ça il faut énormément d'énergie et beaucoup de gaz en effet pour brûler et faire fondre. Mais c'est un symbole de la France, les verres Duralex, les verres de cantine qu'on a tous connus avec le numéro. Quel âge as-tu Bernard Cohen-Haddad, vous qui êtes patron et président des PME d'Île-de-France. J'étais à Orléans il y a 15 jours justement pour parler un petit peu de ce que je pense des PME. Et c'est vrai, Thierry, qu'il faut mettre en valeur le Made in France. Et là, on a un exemple de la production française. Vous savez, en France, on a... Le label France Garantie, créé par Yves Gégaud, c'était une bonne chose. Arnaud Montebourg aussi, qui s'est mobilisé. Il y a une volonté en France de relancer tout ça depuis quelques années, mais il faut peut-être aller au-delà des mots, Thierry, parce que c'est bien de dire des choses, c'est mieux de les faire dans la réalité. Et aujourd'hui, on a quand même une balance commerciale qui est déficitaire depuis un certain nombre d'années. On filialise plus qu'on exporte. Et il faut aider nos entreprises de production dans les territoires, alors qu'on surconsomme et qu'on ne produit pas assez dans le territoire. C'était très bien dit par notre ami député. Antoine. Il y a un vrai problème aujourd'hui. Il y a un vrai problème aujourd'hui de coût de l'énergie pour les entreprises. Malgré, il faut le reconnaître, l'action positive. Je crois qu'il ne faut pas être négatif tout le temps de Bruno Le Maire sur la stabilisation des coûts. Je vous rappelle qu'on n'avait jamais vu ces 3 dernières années des piscines en Île-de-France ou dans d'autres départements qui fermaient parce qu'on n'arrivait pas à chauffer les bassins. Faut pas l'oublier d'où on vient. Donc aujourd'hui, on a une capacité d'aider cette entreprise. Je suis un peu plus réservé sur la coopérative. Ça marche jamais très bien si c'est pas un projet initial. Mais je pense que s'il faut aider Duralex, parce que c'est du Made in Île-de-France, c'est du Made in Territoire, c'est aussi du savoir-faire. Il n'y a pas qu'à l'école et dans les cantines, il y a aussi chez les designers des choses qui sont très bien chez eux. Et puis il faut mettre les moyens pour les accompagner à l'export, y compris en accompagnement territorial. Christelle Nias. Oui, moi je me désole. Enfin, c'est effectivement, je pense qu'il faut penser à nos entreprises et je pensais, comme vous l'aviez dit Thierry, on a perdu Caddy il y a pas très longtemps. Il y a également toutes les entreprises dans le textile. Enfin, on n'arrête pas de voir toutes nos entreprises et enfin, c'est même notre savoir-faire qui est en train de disparaître progressivement et au profit de modes. Alors, on peut mettre aussi en cause les modes de consommation différents. Quand on parle des chaussures ou du textile, il y a aussi une nécessité de nous adapter aux nouveaux modes de consommation. Mais peut-être que là également, il faudrait travailler sur ce que vous disiez, le prix de l'énergie. La fiscalité aussi de nos entreprises. À un moment donné, quand ça vous coûte plus cher d'embaucher que de ce que vous gagnez du bénéfice que vous réalisez, c'est très complexe pour nos entreprises. Donc il y a toute une réflexion à mener dans ce projet de relance sur la capacité à accompagner nos entreprises dans un contexte qui a beaucoup évolué et également le travail sur la relance de la consommation autour, parce que les Français aussi, eux, sont soumis aux mêmes difficultés que les entreprises. Si on travaille pas sur la manière dont on relance la consommation, la problématique est générale, le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le yaka-faucon, alors même que d'une part les autorités ont essayé de relancer le gouvernement, et puis que les Français eux-mêmes ont du mal parfois à accepter qu'une usine vienne s'installer à côté de chez soi. Ça c'est mieux chez les autres, c'est vrai. L'acceptabilité, c'est un sujet. Alors je vais me faire. Mais je parlais il y a quelques semaines de la loi TEPA. Moi je regrette qu'on ait mis fin à cette loi. C'est gravissime. On défiscalisait les heures supplémentaires. J'en parlais encore avec
avec une dame, quelqu'un de très bien, qui est femme de ménage, et elle me disait, je travaille dur, mais aujourd'hui, voilà, et pourtant, exactement. On revient sur ces sujets dans quelques instants, et puis on vous tient au courant évidemment des suites, des conséquences de cette attaque dans 5 points névralgiques des lignes LGV vers le nord, l'est et surtout l'ouest, la Bretagne de la France à partir de Montparnasse. À tout de suite, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et je vous dis tout, hors antenne, il y a quelques instants, nos 4 débatteurs nous disaient, là ce matin, on est tous d'accord. Ouais, il y a une forme d'unanimisme autour de ce qui, malheureusement, du constat et des conséquences sur ce qui vient de nous arriver avec ces 5 actes de sabotage concertés, organisés dans la nuit, 5 points différents sur les nœuds électroniques, les câbles qui permettent de transporter les informations pour gérer les TGV, vous le savez, et donc les lignes vers l'ouest en particulier, les LGV vers l'ouest, la Bretagne, sont très fortement perturbées avec des scènes de sidération et de grande déception des voyageurs, notamment en gare Montparnasse où tout est bloqué au moins jusqu'à 13h. À l'instant, Harold Duvar, donc un de nos 4 débatteurs ce matin avec Philippe Bouriaki, Bernard Cohen-Haddad et Christelle Niasme, vous preniez la défense de Duralex et de l'industrie française et je réagissais en disant mais enfin, est-ce qu'on fait pas du Yaka Faucon un peu facile alors même que les Français eux-mêmes demandent le retour des industries, mais ils veulent pas à côté accepter parfois dans l'espace, le terrain qui est à côté, une nouvelle usine. Tout de même, nous sommes tous responsables de ce qui nous est arrivé depuis quelques années, non ? Oui, on n'est pas débordé non plus par les installations et les implantations d'usines en France. Donc je pense que il y a l'acceptabilité, la population, elle accueille quand même très favorablement les extensions d'entreprises. Parfois il y a des problèmes de voisinage, mais on peut avoir des problèmes de voisinage pour un poulailler aussi. Donc les poulaillers se portent bien. En revanche, je pense qu'il y a un socle des Français qui est favorable à la défense de son industrie, de sa puissance productive, parce que tout le monde a bien compris que c'est quand même la base de notre puissance économique et donc de notre capacité à financer nos services publics derrière aussi. Oui, mais Harold Duvar, vous parliez d'énergie tout à l'heure. Oui. Un grand nombre de paysans, d'agriculteurs qui ont essayé et qui ont fini par installer un méthaniseur où on retraite les déchets organiques qui permettent de produire du gaz, ont vu des mouvements se lever avec parfois des pétitions, y compris d'écologistes, en disant non, alors que c'est un gaz qui est produit naturellement à partir de déchets organiques de leurs champs et qui permet d'avoir du gaz pour chauffer et pour produire de l'énergie. Moi, je présidais la communauté de communes du Père jusque très récemment. J'ai installé des méthaniseurs et c'est assez facile d'expliquer aux gens que s'ils veulent garder il faut bien garder de l'élevage, les méthaniseurs y contribuent et que s'ils veulent pas de méthaniseurs, il faudra accepter des éoliennes et ainsi de suite. Donc on peut avoir toutes les pétitions qu'on veut, on peut avoir tous les débats qu'on veut. À la fin, il faut quand même mettre des solutions sur la table. Et je crois que dans ce pays, la voie est assez. Si on met de côté un peu les polémiques du jour, la voie, elle est assez tracée. Le problème, c'est qu'on ne résout pas les questions de fond qui sont la cause des problèmes qu'on a à traiter. Les questions de fond alors par exemple, la question de l'énergie aujourd'hui, qui expose les ménages les plus fragiles ou les entreprises les plus consommatrices d'énergie. On n'a pas parlé des cimenteries, mais les cimenteries ferment aussi en France à cause de l'énergie. On ne traite pas la question de fond qui est quelles sont les règles qu'on veut sur le marché de l'énergie 20 ans, 30 ans, 40 ans après la libéralisation. Christelle Nias nous disait aussi c'est une histoire de fiscalité. Bernard Cohen-Haddad. Moi je crois qu'il faut faire attention, Thierry, de voir quand même que l'industrie elle a évolué depuis Victor Hugo ou Émile Zola. Je crois on est dans l'entreprise 4.0. Vous voulez dire qu'elle a une mauvaise image, alors que c'est-à-dire qu'une partie de l'ultra-gauche nous dit que l'entreprise c'est Satan, comme Madame Rousseau nous dit que le travail c'est une prison et qu'il faut pas manger de viande. Donc au bout d'un moment, il faut quand même remettre les choses dans un périmètre, une réalité. Aujourd'hui, on a une industrie propre, avec des limites de pénibilité, avec des entrepreneurs qui mettent de l'argent pour produire du made in territoire, du made in local, du made in France, qui font des efforts, y compris en qualité de vie, conditions de travail, avec une capacité de traiter ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire toute la chaleur qui est utilisée par les machines pour les récupérer, soit pour chauffer, soit pour, pouvoir utiliser à l'extérieur. Donc on voit bien qu'on est dans un autre monde, que cet autre monde, certains le nient, et qu'en revanche, on a besoin, vous l'avez dit, Harold Duvar, de pouvoir soutenir l'économie. Il y a pas si longtemps,
le maire de Nogent-le-Rotrou, c'est très bien, Duralex a eu des difficultés au moment de la Covid-19 parce que c'était difficile. Les commandes n'arrivaient plus. On a soutenu cette entreprise. Il faut continuer cette entreprise. On a oublié, vous étiez au cabinet, les Jabis. Vous vous souvenez de les Jabis? On a aidé un moment les Jabis. Ça a fermé parce qu'il n'y avait pas de marché. Mais je crois, moi, sincèrement, que dès qu'on aide des entreprises locales, dès qu'on met les moyens, dès qu'on mobilise les consommateurs de proximité, c'est un vrai enjeu de solidarité et les acteurs sont attachés à ce qui est fait près de chez eux. Philippe Bouriaki. Merci Bernard, il me tend la perche. Moi, je suis un écolo. Donc, effectivement, les problèmes d'énergie, je le disais, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Il faut le mix énergétique. Le mix énergétique, c'est des méthaniseurs, c'est les degrés bleus lorsqu'on récupère la chaleur venant de nos égouts, la géothermie, les éoliennes, les hydroliennes, les barrages qu'on est en train de privatiser, ça c'est une grosse erreur. Et en tout cas, moi je suis pas réfractaire à dire que le nucléaire, aujourd'hui, on peut pas s'en passer. Il faudra essayer d'en sortir, évidemment, parce que c'est dangereux, le nucléaire, mais il y a beaucoup moins de morts. C'est maîtrisé, en tout cas. Complètement, surtout en France. Hein, les conditions c'est moins que le charbon. Mais carrément. C'est même pas comparable. Non, c'est le jour et la nuit. Moi, je voudrais en appeler à la responsabilité tout un chacun. Il faut pas qu'on ait peur du mot patriote, national, patriote acte. Moi, je suis français, je suis fier d'être français, je sais ce que je dois à mon pays et j'aime mon pays plus que tout au monde. Après mes enfants, bien évidemment. Mais qui font partie du pays, donc qui font partie. Mais c'est eux qui portent le pays. C'est nous les forces vives avec les gosses. Mais ce que aussi, je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on consomme différemment. Il faut consommer moins, mais il faut consommer mieux. On est dans la surconsommation. Christelle l'a dit, c'est-à-dire qu'on prend, on jette, et on achète souvent du truc made in China qui ne dure pas très longtemps. Et donc il faut se dire peut-être qu'il faut pas suivre toujours les modes, acheter moins, mais acheter français, parce que c'est surtout de nos emplois. Dire c'est plus cher, mais au moins c'est plus solide. Allons-y. C'est plus solide. On l'a plus longtemps. Faut mieux réfléchir quand on achète. C'est être patriote, c'est être citoyen responsable. Je veux culpabiliser personne en disant ça. Je comprends très bien que celui qui a pas beaucoup de sous, c'est pas facile et qui serre la ceinture. Solide. On consomme moins, mais on consomme local parce que c'est nos emplois. Et donc qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Donc on a aussi ce pouvoir en tant que consommateur, le pouvoir de choisir où est-ce qu'on aiguille nos sous en début, en milieu et en fin de mois. Moi, je vous assure que je consomme à 95% français. Je fais vraiment attention aux excitages, où est-ce que c'est fait. Et les 5% restants, c'est européen. Alors, je suis un menteur parce qu'il y a peut-être 2-3 produits qui viennent sur des plateformes que je ne trouve pas ailleurs, malheureusement. Mais essentiellement, français. Je consomme moins, je mange moins, mais mieux et de la bonne qualité et de la viande française de chez nous, de nos terroirs et de nos paysans. Christelle Nias. Non, peut-être pour clôturer, en tout cas pour moi, sur ce sujet, c'est effectivement, vous le disiez très bien, l'appareil industriel, il a beaucoup changé aujourd'hui. Donc, on a tendance à dire, c'est vrai, c'est mieux chez les autres d'avoir des sites industriels. Maintenant, c'est inclus dans toutes les commissions d'achat, les commissions d'appel d'offres. On fait très attention sur les conditions environnementales, ça rentre dans les clauses. Il faut pas toujours céder, effectivement. Pour les marchés publics. Les marchés publics, voilà. Il faut effectivement pas céder à la pression, on va dire, permanente. Mais le comble, c'est que souvent, les industriels ou ceux qui essayent de relancer les industries dans le pays ne trouvent pas de salariés pour faire le boulot. Parce qu'il y a une mauvaise image, en fait. C'est ça que disait Bernard Cohenade, alors que l'industrie d'aujourd'hui, parce que le travail ne paie pas assez. Et puis les profs, je pense n'osent pas dire aux comment élèves, on fournit les filières, comment on fait du lien. Soudeur, ouvrier, aujourd'hui, ça peut être très bien payé. Ouais. Particulièrement. Plombier, enfin tous les métiers qui hier étaient dénigrés, aujourd'hui trouvent des débouchés absolument extraordinaires. Et vous vivez beaucoup mieux quand vous avez un métier manuel souvent que... Alors voilà pour le coup de cœur de soutien notamment à Duralex et à notre industrie d'Harold Huvar, le député et ancien maire de Nogent-le-Rotrou, Percheron, qui est avec nous. Bon, très bien. On va clore ce débat-là et on va aller alors de manière plus massive sur les JO, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, avec vous Bernard Cohen-Haddad, coup de gueule des acteurs économiques, semaine catastrophique, mais en même temps vous dites il faut pas nous gâcher la fête. Bon, alors il y a ces attaques massives sur les SNCF, mais très bien, à part ça, qu'est-ce que vous voulez nous dire là ce matin? Écoutez, moi d'abord, Thierry, je suis fier, j'ai vraiment beaucoup d'envie
On est tous d'accord. Là. Non, tout le monde n'est pas d'accord, justement. Regardez, Madame Tondedier, elle dit qu'elle n'est pas du tout d'accord sur les Jeux Olympiques. Et donc, moi, je suis très fier des Jeux Olympiques. Je suis très fier qu'on ait ça dans les territoires. Je suis très fier qu'on ait des athlètes qui ont travaillé, nos entreprises aient soutenu des athlètes, y compris paralympiques, on n'en parle pas assez, y compris les PME, parce que c'est un budget pour gagner une médaille. Et donc, moi, mon coup de gueule, c'est aussi un coup de foudre et un coup de bambou. Hein. Alors, c'est un peu comme le podium olympique, 1, 2, 3. Hein. Donc le coup de gueule, c'est quand même ce qu'on vit depuis un mois, et je crois que c'est pas faire gna gna gna, pour reprendre l'expression de Madame Hidalgo, c'est pas non plus de faire la fine bouche, c'est de se dire que effectivement les touristes sont pas au rendez-vous des commerces, de la consommation locale, que nos restaurateurs, que nos hôteliers, que nos commerçants, que l'ensemble aussi de ceux qui vendent. Ça, vous le regrettez? On le regrette parce que on s'attendait à une fête phénoménale de l'activité, des métiers, des savoir-faire. Elle n'est pas là dans le panier. C'est lié à quoi, à votre avis? C'est lié à une série d'indices. Oh non, parce que vous savez, on réserve pas le 4 juillet ou au mois de juin pour venir aux Jeux Olympiques. On réserve 6-8 mois avant. C'est tout simplement une ambiance. Et puis ça a été dit, y compris des problèmes de pouvoir d'achat. Et puis l'incapacité d'avoir des places pour les JO. Vous avez des places, vous? Moi, pas le dire. Moi, je regarde. Non, on a vendu 15 millions de billets. Oui, mais 15 millions, mais tout le monde n'a pas les moyens de se les payer. Un des sujets, c'est aussi qu'on a fait ça dans Paris. Et alors, donc évidemment, ça bloque. Si on voulait la scène, on ne peut pas faire hors de Paris. On l'aurait fait dans un stade, c'était pareil. Ça a créé une psychose il faut fuir Paris, ça va être impossible. Il y a un faisceau d'indices, de difficultés. Aussi une météo qui a été catastrophique, je vous le redis, les gens qui n'ont pas consommé des glaces... Mais ça, pardon, je l'aime pas toujours, et c'est bien connu ici, mais ni Madame Hidalgo, ni Monsieur Macron... Et je ne dis pas que c'est la faute de la maire de Paris, je ne suis pas simplement... C'est un constat. Fort heureusement qu'elle n'y est pour rien, parce que sinon on aurait toujours du mauvais temps. Je plaisante, je suis provocateur. Non, mais je vous provoque, Thierry, je vous provoque. Ce que je veux dire, c'est que c'est un constat amiable. Si on ne fait pas un constat économique serein, on est dans un côté partisan. Mais regardez, pardonnez-moi, mais il y a eu ce côté on fait peur, mais finalement l'affaire de cette nuit justifie la concentration sécuritaire qui était jusque-là déployée. Mais on ne dit pas le contraire, personne conteste ça. Moi je constate qu'économiquement, les touristes et les dépenses ne sont pas là. Je ne dis pas c'est la faute à un tel, je dis juste il y a une faisceau d'indices. Le business c'est pas bon. Allez dire à ceux qui font, j'étais encore dans un restaurant hier midi, qui font moins de 50% de chiffre d'affaires, que c'est ceci, que c'est cela. Eux, ils voient tout simplement qu'après, il faut payer les loyers, l'électricité, les salaires. Ça c'est déjà le coup de gueule. Le coup de foudre. Parce que, je vous le redisais, moi j'ai envie que ce soit une réussite. Ce soir, la cérémonie. Ce soir, mais pas que ce soir, je veux dire jusqu'au 8 septembre, parce que n'oublions pas les Paralympiques. On a tendance à les mettre un petit peu à la queue du camion. Non. Moi, les Paralympiques, c'est aussi important que les autres. Pourquoi vous insistez là-dessus, si ce n'est... Parce qu'on n'en parle jamais, ou très peu. Il y en a qui vous disent que à partir de mi-août, le reste c'est de la gnognotte. Moi, je pense que les Paralympiques ont fait un super boulot et que c'est une équipe, c'est tout le monde ensemble. Ça, c'est le premier point. Donc moi, je suis pour le coup de foudre, pour que cette cérémonie, on aime ou n'aime pas le défilé, les bateaux, ça, à vrai dire, c'est accessoire. On le verra peut-être pas d'ailleurs ce soir sur les bateaux. Et puis, est-ce qu'on se baignera parce que il pleut, on n'en sait rien. L'important, en tous les cas, c'est que ce soit une fête de la France, de l'attractivité de nos villes, de la mise en valeur de nos champions. Ça, c'est le dernier point, c'est le coup de bambou. Et c'est pour ça, je reviens sur ceux aujourd'hui qui font la fine bouche, ce qui n'est pas mon cas. Aujourd'hui, déjà, on travaille sur l'accessibilité des PME au marché olympique, la charge sociale, etc. On a tout fait. Ça fait 18 mois qu'on travaille avec les préfets. Ça fait 18 mois qu'on travaille avec les régions. Ça fait 18 mois qu'on travaille avec l'État. Ça fait 18 mois qu'on travaille avec les acteurs économiques pour faire en sorte que cette fête soit un héritage, y compris en matière d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. C'est ça qui est important. Je parle de l'héritage positif des JO, en économie circulaire, comme l'a dit Philippe, en amélioration des sites, en
tout simplement faire en sorte que les sites sportifs soient accessibles aux collaborateurs, aux gens dans les cités. C'est ça qui est important. Rendons hommage à cet égard à tous ceux, ouvriers, techniciens, ingénieurs, architectes, chefs d'entreprise, financiers, qui ont finalement réussi, parce qu'il faut bien dire les choses, c'est livré à temps, et c'est à peu près, ça fonctionne. On a parlé de, par exemple, pour le Grand Paris Express va changer l'Île-de-France. Et bien c'est ça, oui. Et puis la façon même dont les volontaires organisent l'arrivée et les fouilles dans les sites olympiques, globalement ça fonctionne, et les sites étaient pleins. On l'a vu avec le rugby à 7 hier. Sud Radio, c'est la radio du rugby, et hier soir en direct, on soulignait le fait que face aux Fidji d'abord, et ensuite pour toutes les autres équipes, et la victoire des Bleus, elle s'est faite en présence de stades pleins, et les gens étaient heureux. Donc ça marche en fait, ça vient doucement. C'est pour ça que mon coup de bambou, c'est pour dire à ceux qui sont un petit peu les empêcheurs d'avancer qu'on veut que demain les acquis soient positifs et restent dans la durée. On revient aux JO, bien sûr, avec les JO dans tous leurs états. Ce sera avec Joseph Ruiz à partir de midi, mais on revient avec nos 4 débatteurs sur leur coup de gueule, leur coup de cœur et la politique dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. C'est pas un débat, mais c'est un événement. Vous savez que la SNCF a dû faire face cette nuit à 5 attaques coordonnées contre des nœuds, des points névralgiques de son système grande vitesse, essentiellement dans l'Ouest, la Bretagne visée. Et Philippe Brouillaki, un de nos 4 orateurs, un de nos 4 débatteurs de cette matinale avec Mettez-vous d'accord, suggérait aux gens, nous disait tout à l'heure, et on l'a écouté peut-être, n'allez pas dans les gares, et surtout la gare Montparnasse, mais n'allez pas dans les gares, vous rajoutez de la foule à la foule, parce que peut-être il peut y avoir une deuxième menace derrière, après les blocages, on pousse les gens dans les gares, et puis bon, alors ça peut être vrai aussi à Brest, ça peut être vrai à Rennes, ça peut être vrai à Quiberon, ça peut être vrai à Vannes, au moins, Quiberon, il y a moins de trains à Quiberon, mais à Vannes au moins, enfin dans tout l'Ouest, Nantes bien sûr, partout, et Bordeaux, parce que tout l'Ouest est attaqué. En vérité, les gares sont dimensionnées pour un certain flux. Donc si vous rajoutez du monde à ce flux... Enfin, on fait peur en même temps, là. Non, je veux pas faire peur, je veux gâcher rassurer. La journée, là. Alors, je préfère gâcher la journée et sauver des vies. Hormis une attaque terroriste ou un fou furieux, un psychopathe, et on l'a vu ces derniers jours où on a nos anges gardiens. Oui, on ne sait pas encore à s'il y a une menace derrière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un mouvement de panique subit d'un seul coup parce que quelqu'un se met à crier, parce que elle est en panique, elle n'a pas son train, elle doit récupérer son enfant qui est handicapé à l'autre bout de la France, et vous êtes à 15 mètres, vous savez pas ce qui se passe, vous entendez quelqu'un hurler, vous pouvez avoir peur, partir en arrière, vous êtes bloqué contre une foule, il peut y avoir des gens qui peuvent se faire écraser, et donc n'allez pas encombrer, attendez vraiment, je vous en supplie, pour votre sécurité, pour la sécurité du personnel aussi qui veille à notre sécurité, je vous en supplie, soyez patients et attendez le message de la SNCF. Qui est à la fois un écolocentriste, homme de sport, élu d'Île-de-France et spécialiste des questions de sécurité, qui nous disait cela, avec donc autour de la table Harold Duvar, qui est député Lyotte de Nogent-le-Rotrou, ancien maire de Nogent-le-Rotrou, Bernard Cohen-Haddad qui représente les PME d'Île-de-France, et Christelle Niasme, conseillère municipale droite républicaine de Villeneuve-Saint-Georges. Alors vous aviez un coup de gueule, mais un coup de gueule de soutien à une sportive française. Tout à fait, parce que j'ai toujours du mal, coup de gueule, coup de cœur, voilà, je suis plutôt une fille douce, voilà. Bon, mais c'est un vrai coup de gueule, je pense, contre les détracteurs d'une championne val-de-marnaise, et peut-être plus largement à tous les détracteurs des JO, voilà, Dico, qui font du bashing. Ah oui, alors j'y viens, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Romane Dico. Qui est Romane Dico, c'est une jeune femme qui est une judokate qui a grandi, qui vient de la ville de Villeneuve-le-Roi, juste à côté de Villeneuve-Saint-Georges. Exactement. Nous on traverse la Seine. Vous disiez tout à l'heure la Seine. Nous on l'a la Seine. Alors si on veut faire des épreuves chez nous, bienvenue dans le Val-de-Marne. Bon, et alors Romane Dico. Elle est championne du monde. Elle a un titre de championne du monde. Elle a été médaillée exactement de judo. Elle a été médaillée aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc c'est une très grande sportive et une fierté val-de-marnaise, comme on en a beaucoup. Donc on n'a peut-être pas d'épreuves, mais on a des athlètes qui méritent d'être suivis lors de ces JO. Et elle aujourd'hui, elle est victime. Elle le disait dans la ligne du Parisien il n'y a pas très longtemps, de grossophobie, de critiques. Attendez, grossophobie, qu'est-ce
grossophobie. La grossophobie. Ah bah ça fait partie de... Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a toujours une raison de faire du bashing. Alors, et puis quand on est une femme, forcément, on se rattache souvent à l'aspect physique. Elle est forte, parce que c'est une puissance, exactement. Elle a le physique d'une judokate, c'est-à-dire que c'est pas le même physique qu'une danseuse, une ballerine, et c'est ce qui lui permet peut-être d'être championne aujourd'hui. Et on la critique pour ça. Et elle est critiquée sur les réseaux sociaux, sur la couleur de sa peau, sur l'aspect de son corps. On est bien d'accord. Alors que peut-être qu'aujourd'hui, ce à quoi il faut s'attacher, c'est déjà avoir un peu d'humilité face au palmarès de cette jeune femme, parce que quand à 17-20 ans, on a des titres de champion. Enfin, je veux dire que là, ces gens mériteraient de s'incliner. Et puis, je les invite à sortir de derrière leurs écrans pour eux peut-être aller faire un peu de sport. C'est les minorités, mais ça fait du bruit, c'est ça. Et donc, Roman, si tu nous entends, nous dit Christelle Nias, on te soutient, Roman Dico. Complètement, et ramène-nous des médailles. Ramenez-nous des médailles. Bon. Alors, Philippe Boriaki, votre coup de cœur. Si je peux rebondir, je connais très bien Roman Dico, puisqu'on est du même club de judo, et elle fait partie du même canton que Orly et Villeroi. Et c'est une femme juste extraordinaire. Vous savez que on fait des fêtes de club pour Noël et en fête d'année, et Roman vient, a fait des photos avec les enfants, a fait des dédicaces, elle n'a pas oublié son club d'origine. Donc je salue le Randori Club de Villeneuve-le-Roi, je salue par la même occasion le maire Didier Gonzalez, qui est un fou et un fanat de sport, et il organise plein de choses. Mais c'est Roman Dico qui nous intéresse là. Mais c'est un grand soutien. Je salue aussi le département qui a soutenu et qui soutient Roman Dico. Et vraiment, c'est une femme extraordinaire. Et ce qui lui arrive en ce moment, c'est juste dégueulasse, parce que c'est une des plus grandes chances de médaille olympique. Et vous êtes allé prendre le kimono avec elle sur le. N'essayez pas. Mais ça s'est mal passé pour moi. N'essayez pas. Et vous êtes ceinture quoi? Alors que j'étais à 120 kilos et qu'elle en était à 90 à l'époque. Ça s'est très très mal passé pour moi. Ah ouais. Et vous êtes ceinture quoi, vous? Moi, je suis ceinture bleue au judo, mais je viens plutôt du jiu-jitsu. Mais même en judo néoisa, ce qu'on appelle le jiu-jitsu, elle m'a massacré. Ah, d'accord. Bon, enfin, bravo. Roman, on est derrière toi, il n'y a pas de problème. Sud Radio et tous ses auditeurs de toute la France. Bon, mais alors, attendez. Vous aussi, vous vouliez, Philippe, faire un coup de cœur, alors, au bleu. C'est pas que Roman, tous les bleus, toute l'équipe de France. Tous les bleus, avec ou sans eux, puisque nous avons aussi nos sportifs préférés. Féminins qui vont nous faire vibrer et ça a déjà commencé handball, bravo. Après ces dernières semaines de morosité où on a eu les élections européennes où tout le monde s'est entretué, les législatives on a craint le pire en tout cas pour notre bien sûr politiquement et on a craint le pire en tout cas pour notre nation, pour notre vivre ensemble. Aujourd'hui beaucoup de Français et de Françaises, des compatriotes ont le moral en berne, n'ont pas la joie de vivre, et je sais que ces jeux, ces moments de ferveur et de liesse populaire vont pouvoir redonner du peps, du baume au cœur, le moral. Et donc moi je voulais dire à tous nos athlètes, premièrement, on vous aime, on est fiers de vous représentez évidemment vous à titre personnel, mais vous représentez notre nation, notre pays, notre savoir-faire. Nous sommes fiers d'être français, nous devons tous et toutes être derrière vous. Nous avons besoin pour vous que vous nous donniez de l'émotion, des frissons et des larmes de joie. Faites résonner la Marseillaise, le plus bel hymne national au monde. Le plus souvent possible, quoi. Le plus souvent possible. Non, pas le plus souvent. Ah bah si. Au minimum 100 fois. Ouais, bah au minimum. Vous voulez 100 médailles, c'est ça? Au minimum. 100 médailles. Ouais. 100 fois, donc 100 médailles d'or. Bon, très bien, mais pardon, je vous ramène à une réalité. Il y a une très bonne formule de Bernard Cohen tout à l'heure. On veut nous gâcher la fête, parce que même si c'est loin des sites olympiques, c'est pour y aller, au moins le train. Bon, avec cette attaque simultanée, je veux dire, il y a quand même, qu'il soit étranger ou qu'il soit français, on ne sait pas encore. Le Parisien libéré aujourd'hui en France a l'air d'évoquer une piste ultra-gauche et peut-être même des complicités internes au sein de la SNCF, ce qui serait gravissime. Il y a des gens dans le pays, et puis des gens à l'extérieur peut-être qui les aident, qui veulent le chaos. Disons les choses, non? C'est pas votre sentiment? Dernier tour de table avant la fin de ce mettez-vous d'accord. Est-ce que là-dessus vous êtes tous d'accord? Il y a des gens qui veulent le chaos. Bien sûr. Mais non, mais c'est une réalité. C'est comme je le disais tout à l'heure. On nous a promis le chaos. On a vu les greens saccagés il y a quelques temps. Les greens sur les terrains de golf. Exactement. Il y a une volonté de faire des Jeux Olympiques un objet politique. Le moyen de développer des étendoirs pour faire passer des messages dont on n'a pas envie sur ce temps de fête. Harold Duvard.
Député maintenant. Oui, alors j'ai jamais vu moi, dans l'histoire de Jeux Olympiques qui se déroulaient dans un contexte parfaitement calme, avec une situation internationale parfaitement plate et tous les clignotants au vert. Voilà, la vie d'un grand peuple et d'une grande nation, c'est forcément des difficultés. Donc un grand peuple, ça doit aussi être capable de garder le sens de son unité et de la fête, même si en permanence il y a des difficultés et des bâtons dans les roues. Cette volonté de certains ultra minoritaires parfois, mais très très techniques, on vient de le voir, de déclencher la volonté de déstabilisation, elle existe depuis toujours. Ce qui est inquiétant, c'est si on arrive, nous, le peuple français, à nous laisser distraire de nos grands objectifs, parmi lesquels il y a de donner la meilleure image possible de ces pays à l'égard du monde. Dernier mot, Bernard Cohen-Haddad et Philippe Bouriaki. Alors la trêve olympique, c'est un peu comme la trêve des confiseurs, hein, Thierry, c'est un beau symbole, c'est ce qu'on aspire, mais tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas la même élégance, la même culture, et ceux qui veulent nous gâcher la fête se trompent de combat. Oui. Il y a des ennemis de l'extérieur, il y a des ennemis de l'intérieur. Je rebondis sur ce qu'a dit Bernard pour rappeler un fait historique. La trêve olympique, c'est Valérie Pécresse la première à l'avoir demandé, suivie de Patrick Caram bien avant le président de la République. Et rappeler que la région Île-de-France est le premier partenaire financier en termes de collectivité territoriale après l'État, est bien très très loin devant la ville de Paris. Merci. Et on aura une très belle fête. À tous les quatre, Christelle Miasme, Bernard Cohen-Haddad, Harold Duvar, d'avoir été en direct, Philippe Bouriaki. Et donc, on va reprendre votre formule. Allez, les Bleus. C'est parti. Allez, les Bleus. Les JO dans tous leurs états. C'est tout de suite avec Joseph Ruiz, après le flash, après les journaux, sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.